Le froid ce matin-là n'avait rien d'exceptionnel pour le Montana, mais il s'imposait avec cette lourdeur particulière que connaissent ceux qui vivent près des forêts profondes. Un froid qui ne coupe pas seulement la peau, mais qui semble absorber la lumière, étouffer les sons, ralentir les gestes. Les premières heures du jour filtraient à peine entre les branches serrées des lodgepole pines, dessinant sur le sol détrempé de fines lames grises. C'est dans ce décor que les deux randonneurs avaient été vus pour la dernière fois. 4 mois avant qu'on ne les retrouve, attachés à un arbre, dans un état qui défiait toute logique de survie. Mais avant d'en arriver à ce moment de sidération, il faut revenir au début, lorsque rien ne laissait présager la catastrophe à venir, et que la simple idée d'une disparition semblait presque inconcevable. Ce week-end de septembre devait être l'un de ceux qu'on raconte sans y penser. Un de ces courts séjours en pleine nature que les habitants de Bozeman planifient presque machinalement. Les deux disparus, un homme de 39 ans et sa sœur cadette de 33, connaissaient bien les sentiers du secteur de Yalite Canyon. Ils y venaient depuis l'adolescence, un rituel familial qui, au fil des années, avait évolué vers une routine de randonnée d'une précision presque militaire. Équipement vérifié la veille, batterie de GPS chargée, carte papier plastifiée, signalement à un proche avant d'entrer dans les bois. Ce matin-là, selon les relevés de la station météo la plus proche, la température oscillait autour de 4 degrés Celsius, avec une humidité proche de 90%. Un brouillard épais stagnait au ras du sol, rendant la visibilité inférieure à 50 mètres. Pourtant, rien de tout cela n'aurait dû les inquiéter. Ils avaient déjà connu pire. Ils se garèrent près du petit parking non officiel, situé à 3 km au sud du lac Yalite, coupèrent le moteur, laissèrent l'habitacle se remplir de silence. Un silence qu'ils connaissaient bien. Celui, cotonneux, qui précède les longues marches où l'on s'enfonce dans un territoire qui ne fait aucun effort pour accueillir l'être humain. L'homme avait noté l'heure exacte sur son carnet imperméable. 7h42. Ce détail, à l'époque sans importance, allait pourtant devenir une base de référence pour toute la chronologie de l'enquête. L'odeur de pain humide, presque lourde, s'intensifiait alors qu'ils commençaient à marcher. Leurs pas écrasaient des couches d'aiguilles détrempées, produisant un bruit sourd, comme étouffé par la forêt elle-même. À environ 600 mètres du départ, ils croisèrent un couple de randonneurs plus âgés, qui se souviendront plus tard d'un détail troublant. La femme semblait tendue, regardant régulièrement par-dessus son épaule, comme si quelque chose, derrière eux, se déplaçait à une distance. Impossible à estimer. Mais sur le moment, personne n'y prêta attention. Les témoignages tardifs ont toujours cette odeur de reconstruction, de certitude née après coup. Le sentier montait progressivement, serpentant à travers des pentes couvertes de rochers humides. L'air était si saturé d'humidité que leurs vêtements techniques avaient déjà perdu une partie de leur capacité respirante, collant légèrement à la peau. Vers 9h30, ils atteignirent une zone plate où le brouillard s'était amassé en un mur laiteux. Selon le journal retrouvé plus tard dans le sac de l'homme, c'est à cet endroit précis qu'ils commencèrent à ressentir un changement dans l'atmosphère, difficile à décrire, mais suffisamment concret pour qu'il en fasse mention. Il y écrivait que la forêt semblait écouter. Ce genre de note, à la fois poétique et inquiétante, donnera plus tard du fil à retordre aux enquêteurs, qui ignoraient s'il s'agissait d'une simple impression ou d'un signe précurseur. À 10h12, d'après les relevés du GPS, ils quittèrent temporairement le sentier principal pour longer un ruisseau dont le débit, inhabituellement fort, suggérait des pluies importantes en altitude. Le bruit du courant, puissant et régulier, couvrait presque complètement les autres sons. Ce point précis est crucial. Selon les équipes de recherche, c'est peut-être à ce moment-là que quelque chose, ou quelqu'un, a pu s'approcher sans être entendu. Mais rien ne le prouve. Plus loin, peut-être 2 kilomètres en amont, ils firent une pause.
Les traces retrouvées indiquent qu'ils se sont arrêtés sur un tronc abattu, encore humide de rosée. Leur position exacte a pu être déterminée grâce à un emballage de barres énergétiques et à une empreinte partielle, probablement celle de la femme. Mais ce qui intrigue, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé. Aucune trace du chemin qu'ils auraient dû emprunter ensuite. Comme si, à cet instant, leur trajectoire avait cessé de suivre toute logique. Dans les heures qui suivront, personne ne remarquera leur absence. Ils n'avaient pas prévu de rentrer avant le soir, et il est courant de perdre le réseau téléphonique pendant plus de 12 heures d'affilée dans cette zone. Ce n'est qu'à 21h17, lorsque la sœur aînée tenta de les contacter sans succès pour la 3e fois, qu'un sentiment d'inquiétude commença à se frayer un chemin. L'obscurité, déjà installée sur Bozeman, paraissait lourde, presque menaçante, comme si elle annonçait quelque chose qui couvait encore dans les profondeurs de la forêt. Elle attendit 30 minutes supplémentaires avant d'appeler le shérif du comté de Gallatin. Un délai qui peut sembler long, mais qu'elle justifiera plus tard par la peur d'alerter inutilement. Pourtant, ces 30 minutes allaient devenir essentielles. À 22 heures passées, la procédure de signalement officiellement ouverte. Les premiers appels radio grésillèrent à travers les fréquences locales, déclenchant une série de protocoles que les équipes de sauvetage connaissaient par cœur. Vérification du dernier point GPS enregistré, envoi d'une patrouille de reconnaissance, préparation d'un poste de commandement mobile. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que les 2 randonneurs avaient déjà disparu depuis plus de 10 heures, avalés par un territoire qui ne rend presque jamais ce qu'il prend. Et pourtant, cette disparition n'était que le commencement. Car ce que les enquêteurs allaient découvrir dans les semaines suivantes allait repousser toutes les certitudes établies, révélant une vérité bien plus sombre que celle qu'ils imaginaient. Lorsque la première équipe quitta la route forestière pour s'engager dans la pénombre des arbres, personne ne pouvait deviner que 4 mois plus tard, au cœur d'un hiver impitoyable, ils retrouveraient les disparus vivants, mais brisés, attachés à un arbre, comme s'ils avaient été punis par quelque chose qui échappait encore à toute explication rationnelle. Mais pour comprendre comment ils en étaient arrivés là, il fallait d'abord affronter ce qui s'était réellement passé dans ces premières heures, lorsque la forêt se referma sur eux, pour ne plus jamais les laisser partir de la même manière. La première équipe envoyée sur place avançait lentement, presque prudemment, consciente que la nuit et le brouillard rendaient chaque pas incertain. La lampe frontale du chef d'équipe découpait un faisceau jaunâtre dans l'obscurité, révélant des volutes de brume qui semblaient se tordre comme des silhouettes fuyantes dès qu'on les éclairait trop longtemps. À travers la radio, les premières directives tombaient. Confirmer l'emplacement du véhicule, inspecter l'intérieur, noter tout indice d'un départ précipité. Lorsque les secouristes atteignirent la voiture à 23h06, ils constatèrent que rien ne semblait anormal. Les clés n'étaient pas sur place, signe qu'ils avaient bien prévu de revenir. Une bouteille d'eau à moitié vide traînait dans le porte-gobelet. Un guide de randonnée ouvert à une carte du secteur était posé sur la banquette arrière. Sur le moment, tous ces détails paraissaient insignifiants. Mais en réalité, ils allaient devenir des fragments essentiels du puzzle, révélant un départ organisé, méthodique, sans aucun signe de panique. Pourtant, ce qui dérangeait les secouristes, c'était le silence. Un silence presque oppressant, seulement troublé par le bruissement de la forêt, comme si chaque arbre retenait quelque chose qu'il refusait de révéler. À cette heure de la nuit, même les oiseaux nocturnes semblaient s'être tus. Les premières recherches débutèrent dans un rayon de 800 mètres autour du véhicule, selon le protocole standard appelé Hasty Search, exploration rapide des zones les plus probables. Les lampes balayèrent les sous-bois, révélant des empreintes d'animaux, des pierres humides, quelques champignons luminescents que les secouristes évitaient instinctivement. Rien ne trahissait le passage récent des 2 randonneurs. Aucune trace fraîche, aucune empreinte profonde,
comme si le sol lui-même avait effacé leur trajectoire. À 1h14, la décision fut prise d'étendre le périmètre à 1,5 km. La température chutait brusquement, passant à 0 degré formant une fine couche de givre sur les branches les plus basses. Ce froid soudain n'était pas seulement un obstacle physique, il devenait un rappel brutal que le temps jouait contre eux. Dans ces conditions, un randonneur blessé ne survivait pas plus de quelques heures. Peu avant 3 heures du matin, alors que la fatigue commençait déjà à peser sur les épaules des secouristes, un détail attira l'attention d'un volontaire. Il s'agissait d'une empreinte partielle, difficile à identifier, mais orientée vers le nord-est, à environ 1,2 km du véhicule. La trace était si peu marquée qu'elle aurait pu être confondue avec celle d'un cerf, mais l'un des membres expérimentés confirma qu'il s'agissait bel et bien d'une empreinte humaine, probablement laissée par une chaussure de randonnée. Ce petit indice, ténu mais crucial, permettait de tracer une direction approximative. Pourtant, plus les secouristes s'enfonçaient dans cette direction, plus quelque chose semblait étrange. Les empreintes s'évanouissaient rapidement. Aucun schéma de progression. Rien qui indique une marche normale. Comme si la personne avait fait quelques pas, puis s'était volatilisée. Au lever du jour, les recherches prirent une toute autre dimension. Les hélicoptères du comté arrivèrent en renfort, prêts à survoler la zone dès que la visibilité dépasserait les 50 mètres requis. Les équipes au sol, elles, établirent un poste de commandement improvisé, une tente beige renforcée, installée près du véhicule retrouvé. À l'intérieur, une carte topographique était étalée, parcourue de marqueurs fluorescents. Le chef des opérations, un ancien militaire au visage fermé, traçait des cercles concentriques pour modéliser les zones couvertes. Il savait déjà que la clé se trouvait dans les premières heures de marche des randonneurs, dans ce tronçon de forêt réputé pour perdre les promeneurs les plus aguerris. Mais ce qui le troublait, c'était l'absence totale de traces matérielles. Même les chiens de recherche semblaient confus. Ils captaient une piste près du ruisseau, puis la perdaient net, comme si l'air avait été vidé de son odeur humaine. À 9h47, enfin, l'un des hélicoptères signala une anomalie. À environ 4 km à l'est du point de départ, une zone de végétation semblait aplatie, comme si quelque chose ou quelqu'un s'y était allongé pendant plusieurs heures. Les secouristes au sol mirent 37 minutes pour atteindre l'endroit exact. Ils découvrirent une clairière minuscule, d'environ 5 mètres de diamètre. L'herbe y était couchée, un cercle parfaitement net. Aucun signe de lutte, aucune tache, rien qui puisse expliquer cette marque étrange. Pourtant, un détail fit frissonner l'un des enquêteurs. La végétation était écrasée de manière uniforme, comme si un poids important avait reposé là, immobile. Ce détail allait tout changer, car il suggérait qu'au moins l'un des disparus s'était arrêté longtemps à cet endroit, où y avait été forcé. Vers midi, le vent se leva, entraînant avec lui une succession de rafales froides venant des hauteurs. Les écureuils et les rares oiseaux visibles se repliaient vers les branches les plus denses, comme s'ils pressentaient l'arrivée de quelque chose d'hostile. Le chef des opérations décida de redoubler les effectifs. Les recherches prirent alors une intensité presque fébrile. Plus de 50 personnes quadrillaient désormais la forêt, avançant en ligne espacée de 3 mètres, balayant chaque centimètre du terrain. Le sol détrempé compliquait la progression. À plusieurs reprises, des secouristes glissèrent sur des rochers recouverts de mousse. Chaque chute rappelait une réalité. Si les randonneurs avaient été blessés dans ce secteur, leurs chances de survie diminuaient drastiquement. En fin d'après-midi, alors que la lumière commençait déjà à décliner, un second indice fut découvert. Un morceau de tissu, vraisemblablement arraché à une veste technique,
pendait à la branche d'un buisson. Le tissu était bleu nuit, légèrement déchiré, et portait une trace de boue séchée. L'analyse préliminaire confirma qu'il correspondait au modèle de veste que portait la femme. Mais ce qui troubla les enquêteurs, c'était la hauteur à laquelle il avait été retrouvé. Environ 1,60 m. Bien trop haut pour un simple accrochage accidentel. Quelque chose avait tiré, déchiré, ou déplacé la victime dans une position anormale. À mesure que la nuit s'installait, un climat d'inquiétude palpable gagnait les équipes. Les radios crépitaient de manière sporadique, comme perturbées par une interférence invisible. Plusieurs secouristes signalèrent un phénomène étrange, une impression persistante d'être observé, suivi, alors même qu'aucune présence animale notable n'avait été repérée. Ce sentiment, difficile à verbaliser, devint un sujet que beaucoup hésitaient à évoquer, de peur d'être ridiculisés. Et pourtant, quelque chose, dans l'air froid et immobile de cette forêt, semblait bel et bien différent des autres disparitions. Au poste de commandement, la famille des disparus arriva accompagnée d'un officier. La sœur aînée, les yeux rougis par le manque de sommeil, fixait la carte, avec une intensité douloureuse. Elle répétait que ce n'était pas normal, qu'il n'aurait jamais quitté le sentier volontairement. Les enquêteurs prenaient note, mais sans pouvoir lui offrir la moindre certitude. Car en réalité, rien ne collait. Les randonneurs étaient expérimentés. Les conditions, bien que difficiles, n'étaient pas extrêmes. Et surtout, aucune trace de chute, de lutte ou de blessure ne venait expliquer leur brusque disparition. Ce fut dans cette atmosphère lourde, presque saturée d'angoisse, que le chef des opérations décida de suspendre les recherches pour la nuit, avec un plan strict pour le lendemain. Augmenter le rayon à 8 km, déployer des drones thermiques au lever du jour et interroger à nouveau tous les promeneurs croisés sur les sentiers adjacents. Ils ignoraient encore que cette première journée, aussi intense fut-elle, n'avait effleuré qu'une infime partie de ce qui s'était réellement passé dans ces bois. Les jours suivants allaient révéler des indices bien plus perturbants et une dynamique de disparition qui défiait toute logique humaine. Mais pour l'instant, la forêt reprenait ses droits, replongeant lentement dans l'obscurité, comme si elle dissimulait volontairement quelque chose que personne n'était encore prêt à découvrir. Lorsque les équipes reprirent les recherches à l'aube du deuxième jour, un froid encore plus sévère s'était abattu sur les hauteurs du canyon. La température, relevée à 6h12, indiquait -3 degrés Celsius. Un chiffre rare pour début septembre dans cette région, et qui surprit même les météorologues locaux. Le givre recouvrait chaque branche, chaque pierre, donnant au paysage un aspect presque immobile, comme si la forêt s'était figée dans un silence plus profond encore que la veille. Les secouristes avançaient avec précaution, leur respiration formant des panaches qui se mêlaient à la brume matinale. Une tâche lourde les attendait. Couvrir un périmètre élargi, presque 10 fois plus vaste que celui de la veille, tout en continuant à examiner les indices découverts. La fatigue se lisait déjà sur leurs visages, mais aucun ne laissait transparaître le moindre doute. Car ce qui s'était joué ici dépassait le simple égarement de 2 randonneurs. Les drones thermiques prirent leur envol peu avant 7 heures. Ils quadrillaient la zone à 90 mètres d'altitude, balayant la forêt à travers un filtre infrarouge capable de détecter la moindre signature thermique humaine, même sous un épais couvert de conifères. Pourtant, après plus de 50 minutes de vol, aucune anomalie notable ne fut détectée. Le rapport transmis au poste de commandement était clair. Aucune présence humaine vivante dans un rayon de 9 km. Ce constat glaça davantage l'équipe. Si les 2 randonneurs étaient blessés ou inconscients, ils auraient dû apparaître sous forme de points de chaleur. L'absence totale de signal semblait indiquer une réalité plus sombre. Mais ce qui intrigua le chef de mission
ce fut l'apparition de zones de froid extrême, des poches larges d'1 mètre ou deux, plus froides que le reste de la forêt, comme si le sol y avait perdu sa chaleur naturelle. Un phénomène étrange, difficile à interpréter, mais qui fit froncer les sourcils des techniciens, peu habitués à ce type de relevé. Ce détail, à l'époque minimisé, prendrait un tout autre sens plusieurs semaines plus tard. Peu après 8 heures, une autre équipe au sol fit une découverte troublante. Entre deux éboulis, dans une zone où le brouillard persistait en nappe épaisse, ils trouvèrent un bâton de marche brisé net, comme si une force considérable l'avait plié en un seul mouvement. L'objet appartenait très probablement à l'homme disparu. La marque, le modèle et même les initiales gravées sur la poignée confirmaient son identité. Mais ce qui dérangea les enquêteurs, c'était l'angle de rupture. Le bois était éclaté vers l'extérieur, comme sous l'effet d'une torsion violente, impossible à reproduire avec un simple mouvement humain. Le chef d'équipe nota l'information sans exprimer ce qu'il pensait réellement. Si quelqu'un avait rompu ce bâton, il devait posséder une force inhabituelle, ou l'homme avait été pris dans un mouvement qu'il n'avait pas pu contrôler. À 10h21, une nouvelle donnée changea la dynamique de l'enquête. Un chien de recherche, jusque-là incapable de suivre la moindre piste cohérente, se mit soudain à aboyer frénétiquement, tirant sur sa longe en direction d'un secteur abrupt. Les secouristes le suivirent sur près de 400 mètres, gravissant une pente raide où le sol devenait glissant. À mi-hauteur, le chien s'immobilisa, truffe au sol, respirant par saccades. Devant lui, sur un rocher plat, se trouvaient 3 objets alignés. Une gourde en métal cabossé, un briquet tempête et un morceau de cordelette d'escalade. Les objets avaient été posés là volontairement, pas déposés au hasard, mais soigneusement alignés, comme si quelqu'un avait cherché à laisser un message ou une marque. Or, ce geste ne correspondait en rien aux habitudes des 2 randonneurs. Ni l'un ni l'autre n'avaient la manie de ranger leurs effets personnels de manière rituelle. Les enquêteurs envisagèrent plusieurs hypothèses. Un signe de détresse, une tentative de repérage, ou quelque chose de plus sombre encore. La main d'un tiers, cherchant à orienter les recherches. Les heures suivantes furent marquées par un sentiment croissant de confusion. Plusieurs secouristes rapportèrent avoir entendu, à différents moments, des bruits anormaux venant de la forêt. Des craquements lourds, réguliers, comme si de grands corps se déplaçaient lentement à travers les sous-bois. D'autres évoquèrent des appels lointains, semblables à des voix humaines, mais qui, dès qu'on s'en approchait, se dissolvaient dans le vent. Ces phénomènes, bien qu'impossibles à consigner officiellement dans un rapport, influençaient malgré eux l'état d'esprit des équipes. Au fil de la journée, la conviction que quelque chose de différent se jouait ici s'infiltrait dans les conversations, dans les regards, dans les silences trop marqués lorsqu'ils se retrouvaient au poste de commandement. La famille, de son côté, vivait chaque heure comme un supplice. La sœur aînée, obstinée, exigea de participer aux recherches, mais on le lui interdit pour des raisons de sécurité. Elle observa depuis le camp l'agitation permanente, les cartes annotées, les objets retrouvés, les discussions à voix basse entre le shérif et les enquêteurs spécialisés. Les heures passaient avec une lenteur presque cruelle. À plusieurs reprises, elle crut entendre des cris lointains venant de la forêt, mais les secouristes n'en captèrent jamais la moindre trace sonore. Il est fréquent que, dans ces situations, l'angoisse déforme les perceptions, amplifie le moindre bruit jusqu'à lui donner une signification. Mais ce que la sœur décrivit plus tard, avec une précision qui troubla les enquêteurs, c'était une impression de détachement dans ces appels, comme si la voix n'avait pas de source, pas de direction claire,
comme si elles flottaient simplement entre les arbres. En fin d'après-midi, alors que le ciel virait progressivement au bleu acier, un nouveau témoignage parvint au poste de commandement. Un homme d'une 60aine d'années, un habitué des randonnées solitaires, affirma avoir aperçu quelque chose d'inhabituel la veille au soir, vers 18h30, alors qu'il descendait d'un sentier plus à l'est. Selon lui, 2 silhouettes se tenaient immobiles près d'un arbre mort, à une distance d'environ 50 mètres. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait de simples randonneurs, mais ce qui l'avait frappé, c'était leur posture, trop droite, trop figée, comme si elles ne respiraient pas. Lorsqu'il avait cligné des yeux, les silhouettes avaient disparu. Le shérif prit la déclaration avec prudence, conscient que la fatigue et le manque de lumière pouvaient créer des illusions. Mais ce témoignage troubla profondément l'équipe, car l'homme décrivait un secteur situé à proximité d'une zone où les drones avaient relevé des anomalies thermiques. La fin du 2e jour se déroula dans une atmosphère pesante, presque irréelle. Les recherches, malgré leur intensité, ne donnaient rien de concret. Chaque indice semblait contredire le précédent. Chaque découverte, loin de clarifier la situation, l'obscurcissait davantage. Et au fur et à mesure que la nuit s'installait, les secouristes ressentaient de plus en plus cette sensation étrange, comme si la forêt les observait. Une sensation difficile à admettre, encore plus difficile à exprimer, mais qui s'imposait à eux de manière sourde, inexpliquée, oppressante. Ce soir-là, beaucoup eurent du mal à dormir. Certains restaient éveillés, fixant la lueur des lampes du camp, écoutant le souffle du vent glisser entre les arbres, étouffant tout autre bruit. Ils se demandaient ce qui avait pu arriver à ces 2 personnes, où elles avaient pu disparaître, et surtout, pourquoi aucun signe logique ne permettait de comprendre leur sort. Ils ignoraient encore que les jours suivants apporteraient des révélations bien plus sombres, que la forêt allait livrer des fragments d'une vérité fragmentée, incohérente, presque impossible à admettre. Une vérité que personne n'était prêt à affronter. Pourtant, quelque chose, dans les profondeurs du Montana, avait déjà commencé à bouger. Et ce mouvement allait bientôt bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Le 3e jour débuta sous un ciel d'un gris métallique, lourd et bas, annonçant l'arrivée d'un front froid venu du nord. Les météorologues du comté émirent d'ailleurs une alerte précoce. Des chutes de neige irrégulières, rares à cette époque de l'année, mais pas impossibles dans les hauteurs du Montana, pourraient compliquer les recherches. Au poste de commandement, la tension était palpable. Les équipes, malgré la fatigue accumulée, se préparaient à repartir, ajustant leurs équipements, vérifiant les radios qui semblaient souffrir d'interférences inexplicables. Une fine couche de glace s'était formée sur certaines tentes durant la nuit, accentuant encore l'urgence d'une situation déjà critique. Car plus le temps passait, plus les chances de retrouver les 2 randonneurs en vie diminuaient. Du moins, selon les standards habituels des disparitions en milieu sauvage. À 6h40, une brève réunion eut lieu autour de la carte principale. L'objectif du jour, étendre le périmètre des recherches vers le nord-est, une zone escarpée où les drones avaient détecté des anomalies thermiques, mais sans repérer de présence humaine. Les secouristes savaient que cela impliquait plusieurs heures de marche dans un terrain difficile, jonché d'éboulis, de troncs renversés et de ravins masqués par la végétation. Pourtant, tout s'était déterminé, car un détail, certes perturbant mais crucial, alimentait leur persévérance. Les 3 objets alignés sur le rocher, retrouvés la veille, semblaient indiquer que quelqu'un, peut-être les disparus, avait tenté de laisser des signes. Il fallait donc insister, creuser, pousser plus loin. Dès les premières minutes de marche, une atmosphère anormale s'installa. Le vent, pourtant annoncé comme faible,
descendaient des pentes avec une régularité presque mécanique, produisant un grondement grave qui semblait résonner entre les troncs. À plusieurs reprises, les secouristes s'arrêtèrent, croyant percevoir un bruit distinct au milieu de ce tumulte. Un appel, un gémissement, ou quelque chose d'indéfinissable, comme une voix étouffée par la distance. Chaque fois, lorsqu'ils tendaient l'oreille, le son disparaissait, avalé par le vent. La frustration montait rapidement, car il était impossible de déterminer si ces bruits provenaient réellement de la forêt ou simplement de leur propre esprit, épuisé par les journées précédentes. Vers 9h15, une équipe repéra une série de marques étranges sur le sol. Il s'agissait de petites zones de terre remuées, espacées de manière irrégulière, comme si quelque chose avait été traîné ou avait glissé sur plusieurs mètres. Ce qui dérangea particulièrement les enquêteurs, ce fut la profondeur des sillons. Trop profonde pour correspondre à une simple glissade humaine, mais pas assez marquée pour évoquer un animal de grande taille. L'un des secouristes, qui avait travaillé auparavant dans la recherche d'animaux blessés, affirma que ces marques correspondaient à un corps que l'on aurait déplacé en le tirant par les épaules ou par les bras. Mais aucun sang, aucun tissu, aucune empreinte précise ne venait confirmer cette hypothèse. Les sillons disparaissaient brusquement après une dizaine de mètres, comme si la trajectoire avait été interrompue net. À mesure que les équipes progressaient vers le nord-est, la forêt semblait changer subtilement. Les arbres se resserraient, formant un couloir sombre où la lumière peinait à pénétrer. Le sol devenait spongieux, recouvert d'une mousse épaisse qui amortissait leurs pas, donnant l'impression de marcher sur quelque chose de vivant, de mouvant. Plusieurs secouristes évoquèrent une impression de pression, comme si l'air devenait plus dense, plus lourd. Personne ne pouvait l'expliquer. L'altitude n'avait pas augmenté de manière significative, et pourtant, respirer semblait plus difficile. Le chef d'équipe décida d'une pause de 5 minutes pour vérifier que personne ne souffrait d'un malaise physique, mais tous étaient en état normal. Ce qui n'était pas normal, en revanche, c'était le silence. Un silence total, absolu, presque oppressant. Aucun oiseau, aucun insecte. Même le vent semblait s'être arrêté dans cet espace précis, comme retenu par quelque chose d'invisible. Peu avant midi, un indice majeur fut découvert. Dans une zone encaissée, partiellement cachée par des branches basses, un morceau de sac à dos déchiré reposait sur une pierre. Le tissu, vert foncé, correspondait parfaitement au modèle utilisé par l'homme disparu. Les bords de la déchirure étaient irréguliers, presque effilochés, comme si l'objet avait été arraché avec force. À l'intérieur du morceau resté intact, les secouristes retrouvèrent des fragments de nourriture lyophilisés, mais surtout, une note manuscrite. Il s'agissait d'un simple bout de papier imperméabilisé, à moitié froissé, sur lequel on pouvait lire quelques mots griffonnés à la hâte. L'encre était légèrement étalée, probablement par l'humidité, mais une partie restait lisible. Les mots exacts, relevés plus tard par les enquêteurs, étaient « pas seul »,« suivre pas »,« entendre nuit ». La découverte provoqua un choc immédiat. Le ton des mots, l'urgence perceptible dans l'écriture tremblée, laissaient entendre que les randonneurs avaient perçu quelque chose, ou quelqu'un, derrière eux. Une présence inconnue, suffisamment inquiétante pour qu'ils tentent de laisser un message. Mais ce qui frappait davantage, c'était la mention des pas. Suivre, entendre. Quelque chose se déplaçait donc dans la forêt, suffisamment près pour que les randonneurs l'entendent, mais sans jamais se montrer. Le shérif, en apprenant la nouvelle par radio, ordonna immédiatement d'étendre les recherches de part et d'autre du ravin. Il était désormais clair que les disparus n'étaient pas simplement perdus. Ils s'étaient sentis suivis, traqués peut-être, par une entité inconnue. Les heures suivantes furent parmi les plus pénibles de l'opération. La météo changea brusquement autour de 14h30. Une chute de neige fine
commença à s'abattre sur la forêt, fondant au contact du sol, mais réduisant considérablement la visibilité. Les radios connaissaient des interférences de plus en plus marquées, au point que certaines transmissions devenaient illisibles. L'équipe la plus avancée signala plusieurs fois des bruits étranges provenant de l'arrière, comme si quelqu'un marchait à bonne distance, mais toujours hors de vue. À une occasion, un secouriste affirma avoir aperçu une ombre se déplacer entre deux troncs. Mais lorsqu'il s'en approcha, il ne trouva que le vide. Il revint pâle, refusant de détailler ce qu'il avait réellement vu. À 16h05, un chien de recherche, habituellement calme, se mit à grogner en direction du ravin. Ses poils étaient hérissés, ses muscles tendus, et il refusait d'avancer. Le maître chien tenta de le rassurer, mais l'animal finit par reculer lentement, les yeux fixés sur un point indéterminé dans la pénombre des arbres. Ce comportement, très rare chez un chien entraîné, fut interprété comme un signe clair. Quelque chose dans cette zone était ressenti comme une menace. La décision fut prise de rebrousser chemin, mais au moment où l'équipe commençait à se replier, un son retentit au loin. Un cri humain. Un son bref, aigu, porteur d'une intensité presque animale. Les secouristes se figèrent. Le son provenait du nord, direction où aucun membre de l'équipe ne se trouvait. Un second cri suivit, plus étouffé, comme étranglé. Le chef d'équipe, conscient du risque, ordonna de rester groupé tout en avançant prudemment vers la source présumée du son. Chaque pas semblait s'enfoncer dans un sol plus lourd, comme si la forêt elle-même retenait leur mouvement. Finalement, après 15 minutes de progression lente, ils atteignirent une zone circulaire dégagée de végétation. Le sol y était anormalement compact, presque lisse, sans la moindre trace animale ou humaine. Le silence y était total. Aucun cri, aucun mouvement, rien. Comme si ce qu'ils avaient entendu n'avait jamais existé. Pourtant, tous l'avaient perçu. Ce fut l'un des moments où l'équipe sentit la peur s'infiltrer réellement, profondément, dans leur esprit. La nuit tombant rapidement, ils durent se résoudre à revenir au camp. Mais en quittant la clairière, plusieurs secouristes se retournèrent instinctivement, persuadés d'être observés par quelque chose tapi dans l'ombre. Aucun d'eux n'en parla ouvertement. Pas encore. Mais tous savaient que cette disparition ne ressemblait à aucune autre, et que ce qu'ils avaient commencé à découvrir n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus sombre. Le 4e jour démarra dans un silence écrasant. Un silence qui semblait absorber toute tentative humaine de le briser. Vers 5h20, lorsque les premiers secouristes sortirent de leur tente, un brouillard si dense recouvrait le camp qu'on ne distinguait plus les silhouettes à 3 mètres. L'air avait cette odeur métallique qui annonce souvent un changement brutal de météo. Le thermomètre affichait -6 degrés. Trop bas pour la saison. Trop bas pour être normal. Plusieurs membres du personnel médical présent sur place commencèrent à exprimer leurs inquiétudes quant à l'hypothermie potentielle des disparus. 4 jours sans nouvelles, sans abri identifié, sans feu. Statistiquement, les chances de survie étaient presque nulles. Et pourtant, une partie des équipes avait le sentiment inverse, une intuition presque irrationnelle. Ces 2 personnes étaient encore en vie. Non pas grâce aux probabilités, mais à cause de tout ce qui, jusqu'ici, défiait la logique. À 6h10, une réunion d'urgence fut tenue dans la tente principale. Les cartes étaient couvertes de marques rouges, bleues et vertes, indiquant les zones explorées. Le problème, désormais criant, était clair. Les indices collectés ne formaient pas une trajectoire. Pas de chemin, pas de progression spatiale cohérente. Les objets retrouvés semblaient presque dispersés, comme si les disparus avaient été déplacés,
transportés, ou avaient fui dans des directions contradictoires. Cette rupture de logique faisait frissonner les enquêteurs les plus expérimentés. Le shérif, d'une voix grave, déclara qu'une nouvelle stratégie s'imposait. Fouiller une zone jusqu'alors négligée, car jugée trop difficile d'accès. Une gorge étroite, encaissée, où plusieurs incidents mortels avaient eu lieu par le passé. Une zone que les habitants surnommaient officieusement le couloir muet, parce que même le vent semblait y mourir. Plusieurs secouristes blanchirent en entendant ce nom. L'endroit était réputé pour désorienter les randonneurs, provoquer des vertiges soudains et perturber les communications radio. Mais c'était aussi, selon de nombreuses théories locales, un des rares secteurs où l'on pouvait disparaître sans laisser de traces. À 8h03, une première équipe fut envoyée vers la gorge. Le terrain devenait rapidement dangereux. Roches instables, troncs brisés, pentes abruptes. À mesure qu'ils s'enfonçaient, un phénomène étrange se produisit. Les radios commencèrent à grésiller. Les bips réguliers du GPS perdirent précision. Les chiens, d'ordinaire concentrés, se mettaient à tirer dans des directions incohérentes. À 8h47, un membre de l'équipe signala un malaise soudain, comme une pression intense sur les tempes, accompagnée d'un léger sifflement dans les oreilles. Peu après, 2 autres rapportèrent les mêmes symptômes. Le chef d'équipe ordonna une pause immédiate, convaincu que quelque chose dans cette gorge influençait leur perception. Les analyses ultérieures ne révéleraient pourtant aucune anomalie magnétique ou atmosphérique. Rien de concret, rien d'explicable. C'est à 9h12 que le premier véritable indice du jour fut découvert. Sur une pierre plate, presque au centre de la gorge, reposait un objet minuscule mais glaçant. Un fermoir de sac à dos, brisé en 2, identique à celui du sac de la femme. Ce qui troubla immédiatement l'enquêteur qui le ramassa, ce fut sa température. Il était glacial, bien plus froid que la pierre sur laquelle il reposait, comme s'il avait été exposé à un froid extrême, ou abandonné seulement quelques minutes plus tôt. Ce détail, bien que presque imperceptible, fit monter une tension palpable dans le groupe. Ils se regardèrent, sans parvenir à exprimer la pensée qui leur traversait tous l'esprit. Ils n'étaient peut-être pas seuls dans la gorge. À 10h30, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément encore, un son retentit soudain derrière eux. Un choc sec, métallique, comme si une pierre avait frappé violemment un tronc. Tous se retournèrent instinctivement. Rien. Le silence retomba aussitôt. Un silence si lourd qu'il donnait la sensation d'être aspiré par la gorge. Quelques secondes plus tard, un autre son. Un pas, lourd, unique, presque humain. Puis plus rien. Le maître chien tenta de faire avancer l'animal dans la direction du bruit. Mais le chien refusa catégoriquement, reculant en grognant, les oreilles plaquées contre la tête. Ce fut à ce moment précis que l'équipe reçut un appel radio chaotique provenant du poste de commandement. La voix du shérif était presque inaudible, saturée d'interférences. Mais quelques mots parvinrent à passer. Drone, signal, mouvement, nord. Rapide. Trop rapide. Puis la transmission coupa net. L'équipe échangea des regards sombres. Si les drones avaient détecté un mouvement, cela impliquait soit une présence humaine, soit quelque chose d'assez grand pour être repéré sur les images thermiques. Mais le mot qui inquiétait le plus était « rapide », car aucun animal connu dans cette forêt ne se déplaçait à une vitesse suffisante pour déclencher cette alerte. À 11h18, une découverte bouleversa l'équipe. Au pied d'un mur rocheux, là où la gorge s'étrécissait, ils trouvèrent une série de marques sur la pierre. 3 traits verticaux et un trait horizontal, profondément gravés, comme par une lame ou un outil métallique. La pierre était entaillée sur plus d'1 centimètre. Impossible à réaliser avec un couteau de randonnée standard. Un des enquêteurs passa un gant dessus. La roche était brûlante, littéralement chaude au toucher, comme si elle venait d'être marquée quelques instants plus tôt. Pourtant, rien autour ne suggérait la présence d'un feu ou d'une source quelconque de chaleur. La logique échouait encore une fois. À midi, le brouillard se dissipa partiellement.
révélant une portion de la gorge jusque-là invisible. Et là, quelque chose attira l'attention du chef d'équipe. À environ 150 mètres, au sommet d'une corniche, une silhouette, immobile, droite, inerte. Trop loin pour distinguer des détails, mais suffisamment nette pour provoquer un choc immédiat. L'un des secouristes leva instinctivement la main pour attirer l'attention de la silhouette. Mais au même instant, elle disparut. Pas un mouvement, pas une fuite, simplement absente, comme si elle n'avait jamais existé. À 12h47, alors qu'il tentait de contourner un amas rocheux, l'équipe tomba sur une découverte encore plus perturbante. Un cercle parfait, tracé au sol avec des pierres blanches. Au centre, un objet posé soigneusement, la montre de la femme. L'heure affichée clignotait, 3h17. Une heure à laquelle, selon la famille, elle avait pour habitude de régler son réveil en randonnée pour vérifier l'état du ciel étoilé. Mais la date affichée était celle de la veille, ce qui signifiait que la montre fonctionnait encore 24 heures plus tôt, et qu'elle avait été retirée récemment, très récemment. Mais ce qui fit frissonner toute l'équipe, ce fut le dos de la montre. Gratté à même le métal, avec une pointe ou une lame, 3 mots. Trop tard déjà. Impossible de dire si c'était 2. Impossible de dire si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Mais ces mots vibraient d'une urgence froide, presque désespérée. À ce moment précis, le vent se leva soudain, violent, hurlant à travers la gorge comme une voix furieuse. La température chuta de plusieurs degrés en quelques secondes. Le chien se mit à aboyer de manière incontrôlable. Les radios hurlèrent des grésillements douloureux. Et tous ressentirent la même chose. Une présence, lourde, obscure, invisible, qui se resserrait autour d'eux. Ce fut la première fois, depuis le début des recherches, que l'équipe envisagea l'impensable. Peut-être que cette disparition n'avait rien d'accidentel. Peut-être qu'ils n'étaient pas seuls dans cette forêt depuis le début. Et surtout, peut-être que ce qu'ils cherchaient les observait depuis longtemps. Le vent, après cette rafale brutale qui avait balayé la gorge, ne retomba pas complètement. Il resta là, suspendu, soufflant par intermittence comme une respiration irrégulière, trop lourde, trop présente pour n'être qu'un phénomène naturel. Les secouristes restèrent immobiles plusieurs secondes, figés dans une tension presque palpable. Le chien, lui, n'aboyait plus. Il reculait lentement, la queue basse, les yeux fixés vers un point invisible au sommet de la corniche. Il tremblait. Un chien entraîné ne réagit pas ainsi sans raison. Et pourtant, aucun d'eux ne parvenait à distinguer la moindre silhouette, le moindre mouvement. Rien. Rien d'autre que les parois humides, le brouillard qui revenait en lambeaux, et cette impression obsédante que quelque chose venait de passer tout près, si près qu'on aurait pu le toucher si l'on avait eu le courage de tendre la main. Le chef d'équipe décida de maintenir le groupe serré, avançant lentement vers la sortie de la gorge. Chaque pas semblait résonner davantage que le précédent, comme si le sol amplifiait leur mouvement. Une illusion acoustique peut-être, ou peut-être pas, car certains avaient l'impression que les échos ne correspondaient pas à leurs propres pas. Par moments, un bruit résonnait avec un léger décalage, comme si une autre marche, plus lourde, plus lente, répondait à la leur. Aucun ne le dit à voix haute. La peur ne doit jamais se verbaliser en pleine opération. Elle se propage trop vite. À 13h22, la radio reprit enfin un semblant de signal. La voix du shérif était hachée, mais assez claire pour comprendre l'essentiel. Les drones avaient capté un mouvement thermique au nord de la gorge. Un déplacement rapide, presque impossible pour un animal connu dans la région. L'ordre fut donné de remonter immédiatement vers ce secteur. Les secouristes accélérèrent,
conscient que la fenêtre d'opportunité était minuscule. Mais une inquiétude persistait. Si les drones avaient capté ce mouvement, pourquoi n'avaient-ils pas été visibles au sol ? Pourquoi, malgré des heures de marche, ne trouvaient-ils ni traces fraîches, ni empreintes cohérentes ? La pente qui menait hors de la gorge était raide. Le sol friable glissait sous leurs bottes. Plusieurs fois, l'un ou l'autre manqua de tomber. Le chien refusait d'avancer en tête, ce qui ne lui ressemblait pas. Il restait derrière, à distance, tirant presque pour retourner vers le camp. Lorsqu'ils atteignirent enfin une zone plus stable, un son nouveau les arrêta net. Un craquement lointain, mais distinct, provenant du nord. Un craquement de branches. Normalement, un cerf produit ce genre de son. Mais ce craquement-là était rythmé, lent, régulier, comme des pas mesurés. Le chef d'équipe fit signe de couper les lampes, les radios et même les conversations. Ils restèrent immobiles, retenant leur souffle, écoutant la forêt reprendre vie autour d'eux. Les craquements se rapprochaient, puis s'arrêtaient, puis reprenaient, plus proches, toujours hors de vue. Il aurait suffi de quelques mètres pour distinguer la source, et pourtant, personne n'osa s'avancer. Le chien se mit soudain à hurler, un hurlement aigu, presque humain de panique, avant de s'enfuir vers l'arrière. Impossible de le retenir. Les secouristes tentèrent de le suivre, mais le chef les arrêta d'un geste. Quelque chose d'autre bougeait à l'avant. Ce fut bref, peut-être une seconde. Un mouvement dans la brume. Une masse sombre, verticale, large, trop grande pour un homme. Elle traversa l'espace entre deux arbres, puis disparut immédiatement. Tous l'avaient vue. Personne ne parla. Parce qu'admettre ce qu'ils avaient vu, même furtivement, revenait à briser le cadre rationnel dans lequel reposent toutes les opérations de secours. À 14h05, la radio parvint enfin à passer un message clair. Les drones avaient perdu le signal thermique. Mais ils avaient capté autre chose. Une forme circulaire de chaleur résiduelle, comme si quelque chose s'était arrêté longuement dans une zone précise avant de partir. Le shérif demanda à l'équipe de se diriger vers ce point. Malgré l'appréhension croissante, ils obéirent. Parce qu'au-delà de toute peur, leur mission restait la même, retrouver les disparus. Vivants, si possible. La zone indiquée par les drones se trouvait dans une clairière inondée d'un silence démesuré. Le brouillard y formait une voûte basse, presque opaque. Lorsque les secouristes y pénétrèrent, une sensation étrange les envahit. L'air y était plus chaud. Pas agréable, mais lourd, stagnant. Comme l'air qui stagne près d'un feu qui vient de s'éteindre. Au centre de la clairière, le sol était marqué. Pas d'empreinte nette, mais un large cercle où l'herbe était couchée, tournoyée, comme si quelque chose avait tourné sur lui-même. Le même phénomène observé 2 jours plus tôt, mais cette fois bien plus marqué. Et au milieu du cercle, un objet. Un gant. Celui de l'homme, reconnaissable à la sangle usée sur le poignet. Mais ce n'était pas cela qui glaça l'équipe. Le gant était retourné, comme si la main avait été retirée d'un seul coup, trop vite, trop brusquement. Et la doublure intérieure était encore humide. Pas de sang, pas de trace évidente de lutte. Mais l'humidité indiquait qu'il avait été enlevé, récemment, très récemment. Alors qu'ils tentaient d'analyser la scène, un craquement retentit au-dessus d'eux, sur un arbre. Quelque chose se déplaçait dans les branches, lentement, mais avec certitude. Leurs regards se levèrent. Rien. Juste les branches qui bougeaient très légèrement, trop légèrement pour le vent quasi inexistant. Un frisson parcourut toute l'équipe. Ils étaient observés. De près.
de très près. Le chef ordonna un repli immédiat vers la limite ouest de la clairière. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas que tous s'arrêtèrent brusquement. Devant eux, au sol, à moitié enfoui sous de la mousse, un nouveau message, une seconde note, une écriture identique à celle retrouvée sur le morceau de sac déchiré. Tremblé, pressé. Les mots étaient presque illisibles, mais suffisamment clairs pour nouer l'estomac de ceux qui les lisaient. Ne pas regarder. Derrière. Une seconde de silence suivit, et contre tout instinct humain, tous se figèrent. Aucun n'eut le courage de tourner la tête. Aucun ne tenta de vérifier ce qui se trouvait réellement derrière eux. Mais ils le sentirent. Un souffle, très léger, comme une expiration froide, à quelques centimètres de leur nuque. L'ordre de retrait fut donné d'une voix presque brisée. Ils reculèrent sans se retourner, aussi lentement que possible, jusqu'à sortir de la clairière. Dès qu'ils atteignirent la première ligne d'arbres, 2 d'entre eux coururent pour s'assurer que rien ne les suivait. Rien. Le silence retomba. Un silence total. Ce n'est qu'au camp, 1 heure plus tard, lorsque la note fut analysée sous une lampe UV, qu'ils virent les mots gravés en arrière-plan, à peine visibles à l'œil nu. Encore vivant, mais pas longtemps. Le shérif pâlit, parce que cela signifiait 2 choses. Les disparus étaient encore en vie 4 jours après leur disparition. Et ils n'étaient pas seuls. Le 5e jour commença sans lumière. Pas simplement parce qu'il était 5 heures du matin, mais parce que la forêt semblait refuser l'aube. Un plafond nuageux si épais recouvrait les montagnes que la moindre variation de couleur dans le ciel était imperceptible. Le camp baignait dans une obscurité lourde, presque poisseuse, traversée seulement par les halos jaunes des lampes frontales. Personne n'avait bien dormi. Certains avaient entendu des bruits dans la nuit, des pas autour des tentes, trop réguliers pour être ceux d'animaux. D'autres avaient cru voir des silhouettes immobiles au-delà de la première ligne d'arbres, mais à chaque fois que quelqu'un braquait une lampe, il n'y avait rien. Rien. Mais un rien trop intentionnel pour être rassurant. Le shérif réunit l'équipe principale à 5h48. Ses traits s'étaient creusés. La fatigue était telle qu'il paraissait plus âgé de 10 ans par rapport au premier jour. Devant les secouristes, il posa la note trouvée la veille dans la clairière. Puis, lentement, il sortit une seconde feuille, une impression des relevés thermiques des drones. Le cercle de chaleur résiduel était net, presque trop net, comme si quelque chose de massif s'était tenu immobile au même endroit pendant des heures. Mais l'anomalie principale était ailleurs. Sur plusieurs images, des fluctuations rapides suggéraient un déplacement autour du périmètre, comme si quelque chose tournait en rond autour du cercle. Un mouvement constant, cyclique. Et pourtant, aucune image thermique n'avait capté une silhouette identifiable. Le chef de l'équipe au sol, un homme solide, habitué aux missions extrêmes, prit la parole d'une voix lente, presque étranglée. Si les disparus sont encore en vie, leur comportement n'est pas normal. Leur trajet n'a aucun sens. Les objets sont disposés avec une intention. Les messages semblent écrits sous contrainte ou dans la panique. Il s'interrompit. Tout le monde savait ce qu'il voulait dire, mais personne n'osait formuler l'hypothèse à voix haute. Finalement, le shérif l'annonça. Il fallait accepter la possibilité d'une présence humaine hostile dans la forêt. Un 3e individu, peut-être plus. Une piste criminelle ne pouvait plus être écartée. Les notes, les objets alignés, les mouvements incohérents. Tout cela pouvait correspondre à une mise en scène ou à un contrôle exercé sur les 2 randonneurs. L'idée fit naître un frisson général. Car depuis le début, tous avaient préféré croire à une disparition hors norme, mais naturelle. L'idée d'une intervention humaine, un ravisseur, un ermite violent,
un groupe, était presque plus terrifiante que tout le reste. Parce qu'un humain, contrairement à la forêt, vous regarde en face. À 7h10, après délibération, un nouveau plan fut établi. Fouiller une zone située encore plus au nord, au-delà d'une crête escarpée que les équipes n'avaient pas encore franchie. Cette zone, selon les cartes, comportait des grottes, des abris naturels et un ancien sentier de trappeurs abandonné depuis plus de 50 ans. Un endroit parfait pour dissimuler 2 personnes, ou pour mener quelqu'un vers un piège. Le trajet jusqu'à la crête prit plus de 2 heures. Les secouristes avançaient lentement, gênés par la neige fine tombée dans la nuit. Le sol glissait, les branches craquaient sous le givre. Le vent, presque absent jusqu'ici, soufflait depuis le nord avec une régularité anormale. À un moment, vers 8h53, le groupe remarqua quelque chose de perturbant. Aucun animal n'avait laissé de traces dans la neige fraîche. Pas un cerf, pas un renard, pas même un lapin. La forêt semblait vidée de toute vie. À 9h12, un secouriste signala un bruit métallique sous son pied. Il dégagea la neige et découvrit une petite boîte en aluminium cabossée. À l'intérieur, un miroir de signalisation, un outil essentiel en survie. Celui de la femme. Le miroir était intact, sauf pour une chose, une empreinte. Une empreinte de doigt, appuyée très fort, comme si la personne avait tenté de transmettre un message. Mais l'empreinte était déformée, écrasée, comme si la main tremblait au moment de la pression. Et surtout, elle était chaude. Légèrement. Trop chaude pour être restée là depuis des heures. L'équipe accéléra. Quelque chose, d'un coup, devint urgent. Pas logiquement, instinctivement. Tous ressentaient la même chose. Ils étaient proches. Très proches. En atteignant la crête, un vent violent les frappa de plein fouet. Il hurlait entre les rochers avec une intensité presque douloureuse. Le chef ordonna de ramper sur les 10 derniers mètres pour éviter d'être projeté vers le vide. Et c'est là, au moment où ils se redressaient, qu'un spectacle glaçant les attendit. En contrebas, dans la vallée nord, la zone encore jamais explorée, la neige formait des motifs étranges. Des lignes, des arcs, des cercles. Pas naturels. Des traces, des trajectoires. Comme si quelqu'un tournait en rond, encore et encore, pendant des heures, dessinant involontairement des motifs de détresse. Les lignes étaient inégales, parfois profondes, parfois superficielles. Un comportement humain désorienté ? Peut-être. Mais plusieurs cercles étaient trop larges, trop réguliers pour être tracés par quelqu'un marchant à pied. En observant le centre de l'un des motifs, un secouriste repéra une tache de couleur sombre. Ils descendirent prudemment. À 10h06, ils atteignirent l'objet, un morceau de polaire noire. Froide, très froide, comme si elle avait été exposée à un froid extrême, ou retirée en pleine nuit. Soudain, la radio émit un signal isolé. Pas une voix humaine, un bip, long, régulier. Puis un second, et un troisième. Les secouristes échangèrent des regards perplexes. Le bip ressemblait à un signal de détresse provenant d'un ancien dispositif de localisation. Un modèle dépassé depuis 20 ans. Aucun des randonneurs n'avait ce type d'appareil. Un des enquêteurs, pâle, murmura. « C'est impossible. Ce signal. Il était utilisé par les équipes de secours jusque dans les années 90. » Le shérif, depuis le camp, confirma. Le code du bip, long, court, correspondait à un SOS archaïque. Mais qui, aujourd'hui, possédait encore un tel émetteur ? À 10h19, les secouristes se figèrent.
Un autre bruit venait de retentir. Bas, profond. Une sorte de gémissement lointain, porté par le vent. Le chef tendit l'oreille. Ce n'était pas un animal, pas un cerf blessé. C'était humain. Les secouristes dévalèrent la pente. Les gémissements devenaient de plus en plus distincts, irréguliers, déchirés par de longues pauses. À chaque fois qu'ils croyaient se rapprocher, le son semblait glisser ailleurs, comme si sa source se déplaçait, ou comme si l'acoustique de la vallée le déformait volontairement. À 10h41, ils atteignirent un bosquet dense où le sol était couvert d'épines de pin. Et au centre, ils trouvèrent un objet qui leur coupa le souffle. Une chaussure, pas laissée au hasard, posée soigneusement sur une racine, pointe orientée vers l'est, comme une indication, comme un chemin. Mais ce n'était pas cela qui glaça l'équipe. Sous la chaussure, gravée dans la terre gelée, une série de mots maladroits, irréguliers, écrits de toute évidence avec un doigt tremblant. Pas mort, mais cassé. L'écriture était récente, très récente. Certains commencèrent à crier le prénom du disparu, espérant une réponse. Une seule revint. Un souffle, un murmure, une syllabe peut-être. Là. Ils se tournèrent dans toutes les directions. Rien. Mais une ombre bougea dans la brume, si proche qu'un des secouristes recula instinctivement. Une ombre haute, immobile, trop immobile. Lorsqu'ils braquèrent leur lampe, elle avait disparu. Mais le gémissement, lui, recommença. Plus fort, plus proche, trop proche. Et tout d'un coup, ils comprirent quelque chose de fondamental. Ils n'étaient plus en train de chercher les disparus. Ils étaient suivis par quelqu'un, ou quelque chose, qui les guidait vers eux, ou qui les éloignait. À cet instant, personne ne put dire laquelle des deux intentions était la vraie. Le gémissement semblait désormais flotter partout à la fois, comme si la forêt elle-même l'exhalait. Les secouristes avançaient à pas lents, calculés, conscients que chaque faux mouvement pouvait faire basculer la situation. Le froid devenait mordant, presque paralysant. Moins 9 degrés, selon la dernière lecture du thermomètre portatif. À cette température, la peau exposée brûle en moins d'une minute. Mais personne ne pensait au froid. Toute l'attention du groupe se focalisait sur ce son humain, ce murmure brisé, qui vacillait entre le souffle et la plainte. Ils savaient qu'ils étaient proches. Et pourtant, tout en eux criait que quelque chose n'allait pas. Les arbres semblaient s'être resserrés autour d'eux, formant un couloir sombre. Les aiguilles de pin craquaient sous leurs bottes, mais ce son semblait étouffé, déformé. À plusieurs reprises, l'un d'eux se retourna brusquement, persuadé d'entendre un pas derrière le groupe. Rien. Seulement le brouillard épais, immobile, et cette sensation, insupportable, d'être suivis. À 11h03, ils arrivèrent devant une fracture naturelle dans le terrain. Une longue faille étroite, presque invisible tant elle était couverte de branches tombées. Lorsqu'ils s'approchèrent, un nouveau gémissement retentit. Plus clair, plus net. Le chef d'équipe s'accroupit, braquant sa lampe dans l'interstice. Et son souffle se coupa net. Une corde. Une corde. Synthétique, usée, pendait le long de la paroi intérieure. Une corde identique à celle que les randonneurs transportaient. Elle n'était pas simplement tombée là, elle avait été installée, comme si quelqu'un l'avait fixée pour descendre, ou pour remonter. Le shérif,
alerté par radio, ordonna d'explorer la faille. L'un des secouristes s'équipa, attacha son harnais et s'engagea dans la descente, lentement, éclairant la paroi glissante. À mi-hauteur, il s'arrêta net. La paroi rocheuse était couverte de griffures. Pas des marques d'animaux, pas des abrasions naturelles. Des griffures, droites, longues de plusieurs dizaines de centimètres, parallèles. À certains endroits, la roche était littéralement arrachée, comme si quelque chose avait tenté de remonter ou de sortir. En bas, la faille s'élargissait pour former une cavité naturelle, et là, le secouriste la vit. Une empreinte, large, profonde. 5 points distincts, bien plus espacés que ceux d'une main humaine. La respiration du secouriste s'accéléra. Il ne parvint même pas à formuler ce qu'il observait. Sur son micro, on entendit simplement « C'est pas humain. Ce n'est pas... » Puis un bruit violent, un craquement et un cri étouffé. Les secouristes en surface se ruèrent vers la corde, hurlant son nom. Il remonta en quelques secondes, tremblant, la pupille dilatée, incapable de parler pendant près d'1 minute. Lorsqu'il reprit enfin sa respiration, il dit seulement « Il y avait quelque chose en bas, quelque chose de vivant. Je l'ai entendu, respirer. » À 11h26, malgré la peur montante, l'équipe contourna la faille et poursuivit la direction du dernier gémissement. Le terrain s'aplanissait légèrement, rendant la progression plus rapide. Puis, soudain, une odeur leur parvint. Une odeur forte, âcre, celle de la chair humide, mélangée à la terre froide. Une odeur qui sauta au visage de l'équipe comme un avertissement. Ils avancèrent. La lumière des lampes frontales rebondissait sur l'air chargé d'humidité, créant des halos tremblants. Ils le virent presque en même temps. À 11h42, dans une clairière minuscule, à peine plus large qu'une pièce, un arbre mort se dressait, son tronc tordu comme s'il avait été frappé par la foudre. Et contre ce tronc, attachés, 2 corps, les 2 disparus, vivants, mais brisés. L'homme et sa sœur étaient ligotés par une corde synthétique, nouée autour de leur torse et de leurs bras, maintenant leur silhouette affaissée debout contre l'écorce. Leur visage était méconnaissable, amaigri, charbonné par le froid, couvert de gerçures et de plaies. Leurs yeux, mi-clos, bougeaient à peine. Le souffle sortait en minuscules nuages. Ils étaient vivants, oui, mais d'une manière qui semblait défier la biologie. La femme tenta de prononcer quelque chose en voyant les secouristes approcher. Sa bouche entr'ouverte ne produisit qu'un son rauque, indistinct. L'homme, lui, parvint à lever légèrement la tête. Il avait les lèvres bleu profond, la peau tellement froide qu'elle semblait translucide. Il voulut parler. Un mot, un seul. Partir. Le chef ordonna immédiatement 3 actions. Couper les liens, administrer des couvertures thermiques, appeler l'équipe médicale qui attendait en retrait. Mais au moment où un secouriste toucha la corde, la femme eut un sursaut violent. Ses yeux s'ouvrirent grands. Elle força sa voix, un cri faible mais clair. « Non, pas ici !» Puis elle tenta de tourner la tête vers un point derrière les secouristes. Son regard était chargé d'une terreur si brute que l'équipe entière se figea. Un craquement. Très proche. Juste derrière eux. Les secouristes se retournèrent d'un seul mouvement. Les lampes balayèrent la lisière de la clairière. Rien. Pas un mouvement. Mais l'impression que quelque chose venait de se fondre dans l'ombre, comme une silhouette qui échappe au regard une fraction de seconde trop tard. Le chef ordonna de dégager les 2 victimes immédiatement. Les cordes furent tranchées en quelques secondes,
Mais au moment où elles tombèrent au sol, un détail glaça l'équipe. Les nœuds. Ils étaient impossibles à défaire manuellement, trop serrés, trop complexes. Chaque boucle était croisée sur elle-même de façon presque géométrique. Et les marques sur leurs poignets confirmaient que ces nœuds n'étaient pas les leurs. Quelqu'un les avait attachés. Quelqu'un de précis, de méthodique, de fort. À 12h03, les 2 survivants furent placés sur des civières thermiques. La femme tremblait de manière incohérente, répétant une phrase quasi inaudible. « Il regarde. Il regarde. Il regarde. » L'homme, lui, semblait à la limite de la conscience. Et pourtant, lorsqu'on lui prit la main, il la serra avec une force inattendue. Puis il désigna l'arbre, là où ils avaient été attachés. Sa voix, presque effacée, glissa entre ses lèvres. Pas nous. Choisis. Nous. Gardez. Un frisson parcourut toute l'équipe. Le chef fit signe d'accélérer l'extraction. Les secouristes commencèrent à remonter la pente avec les 2 civières, formant une ligne serrée pour éviter qu'un membre soit isolé. Mais à peine avait-il fait quelques mètres qu'un nouveau bruit retentit. Un souffle. Pas un vent. Un souffle lourd, profond, venant de la forêt derrière eux. Puis un pas. Un seul. Assez lourd pour faire vibrer les épines de pin au sol. Le groupe accéléra. Pas de panique visible, mais une urgence à la limite de la ruée. Les radios grésillaient de nouveau, brouillées par des interférences si puissantes que le bruit en devenait agressif. Un secouriste murmura « Il nous suit ». Personne ne répondit, mais tous le pensaient. À mi-chemin du camp, la femme eut une crise de panique violente, tirant sur sa civière, tentant de se redresser. Elle hurlait désormais de manière continue. « Il est là! Ne le regardez pas! Ne le regardez pas !» Les secouristes la maintinrent tant bien que mal, mais ces cris attirèrent l'attention sur un point. Une ombre mouvante, juste au-delà de la ligne d'arbres. Une ombre qui avançait, lentement, délibérément. Le chef ordonna la dispersion des lampes vers l'avant, jamais vers l'arrière. Ne pas regarder, ne pas vérifier, juste avancer. À 12h46, ils atteignirent enfin le périmètre extérieur du camp, où l'équipe médicale courut à leur rencontre. Les survivants furent immédiatement pris en charge. Mais avant d'être placés sous oxygène, la femme attrapa brusquement le bras d'un infirmier et murmura, d'une voix presque inaudible, « Ce n'est pas fini. » Il ne voulait pas qu'on parte. Elle ferma les yeux. Les médecins procédèrent à un examen rapide. Hypothermie sévère, déshydratation extrême, multiples ecchymoses, perte musculaire massive. Pourtant, aucune fracture, aucune blessure majeure. Comme si on avait voulu les briser, sans les tuer. Alors que les hélicoptères se préparaient à les évacuer, le shérif remarqua quelque chose au sol, juste là où la femme avait été déposée sur la civière. Une empreinte, large, profonde, fraîche, et orientée vers le camp. Comme si quelque chose était resté là, tout près, caché entre les arbres, observant l'extraction jusqu'au dernier moment. Mais le pire n'était pas l'empreinte. Le pire, c'était ce que la femme dit en reprenant conscience quelques secondes, juste avant d'être chargée dans l'hélicoptère. Elle leva un doigt tremblant vers la forêt et chuchota. « Il en reste un, dans les arbres. Il attend. » Puis elle retomba dans l'inconscience.
Et à ce moment précis, sans explication, toutes les radios du camp se mirent à émettre en même temps un bip long, identique, synchronisé, comme un signal de retour.